Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. J'aimerais reconnaître que c'est diffusé des studios Nation Doc à Toronto, qui est le foyer de plusieurs nations, incluant les Mississauga of the Credit, les Anishinabek, les Chippewa, les Haudenosaunee, ainsi que les peuples Wendat et plusieurs autres nations diverses. Merci d'obtenir votre information de la séance de discussion ouverte de l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations. Ce sera un épisode difficile aujourd'hui. J'espère que vous avez vu l'annonce que ça peut être un élément déclencheur pour certains individus. C'est une discussion ouverte que nous avons partout sur l'île de la Tortue. Et j'aimerais que tout le monde se joigne à moi depuis le territoire de vos nations ainsi que vos organisations pour prendre une petite pause, un moment de silence pour les âmes perdues qui sont ramenées à la maison maintenant. Merci. J'apprécie grandement et je réalise que c'était un moment de silence pour l'instant, mais c'est le minimum que nous pouvons faire. Nous avons porté du orange en reconnaissance de tous les survivants, survivantes qui attendent que leurs êtres chers reviennent à la maison. Et alors que nous continuons à avoir ces dialogues, nous savons que des enfants vont pouvoir enfin murmurer: «Ils nous ont trouvés, nous allons retourner à la maison». Mon nom est Marion Crow. J'ai le privilège de pouvoir être la directrice générale de l'Association gestionnaire de santé Premières Nations. Je suis une personne du traité 4 de la Première Nation Pai-Pot en Saskatchewan. C'est un honneur de pouvoir travailler en temps normal, mais aussi durant cette pandémie mondiale. Merci encore une fois. Nous allons pouvoir parler du racisme anti-autochtone dans les milieux de santé. Et je trouve que cette discussion arrive au temps approprié, au bon moment, sur la séance de discussion verte de la GSPN. Ce dialogue a plusieurs impacts, ou plutôt la COVID-19 a eu plusieurs impacts sur ce dialogue, je devrais le dire ainsi, et j'apprécie grandement tous les gens qui nous écoutent à la radio. Merci aux partenaires médias autochtones qui s'assurent que les gens ont de l'information fiable, crédible et pertinente en lien à, à la COVID-19 et en lien avec la santé des Premières Nations. Un énorme merci également à APTN. Vous pouvez nous regarder si vous ne nous écoutez pas en direct sur ih2d.ca ou toute plateforme Facebook. Vous pouvez nous regarder samedi sur le canal APTN à 17h, heure de l'Est. Assurez-vous que vous allez regarder à quelle heure ça passe dans votre région. Voilà. Donc, maintenant, je veux que vous sachiez que je prends soin de moi-même durant cette diffusion. Je
Je me sens tellement reconnaissante pour ce bol de purification. Nous avons allumé la purification avant de commencer à filmer. Je sens encore le foin d'odeur et toutes nos médecines, le tabac qui sont dans ce petit bol de purification. Nous reconnaissons le Créateur ici. Nous avons besoin de soutien supplémentaire durant cette période. Encore une fois, la GSPN veut partager avec vous le numéro de téléphone où vous pouvez appeler si vous vivez du traumatisme, avez besoin de soutien supplémentaire et merci à l'organisation qui répond au téléphone. Donc, maintenant, c'est le moment de pouvoir appeler notre première invitée, une de mes bonnes amies, Dr. Shannon McDonald, qui est avec l'Autorité de santé Première Nation, Dr. McDonald. Joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. Et je vous rappellerai de, s'il vous plaît, activer votre micro. D'accord. Mon petit cochon est en train de se remplir de monnaie à cause de ça. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. Merci beaucoup. Merci pour vos mots de bienvenue, pour tous vos beaux mots d'introduction et la purification. Ce fut une semaine difficile. C'est une année difficile. Ce matin, j'ai reçu les nouvelles les plus extraordinaires dans le monde COVID. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une aussi bonne nouvelle. Ce matin, nous avons un nouveau cas de COVID-19 en Colombie-Britannique. Un seul positif, un. Et sur l'île de Vancouver, où je suis assez chanceuse de vivre en tant que Première Nation, il n'y a aucun cas actif parmi les 4 500 Premières Nations. Les vaccins, aux 45 000 qui vivent sur l'île, donc tous les gens qui ont travaillé très fort depuis les 16 derniers mois maintenant, afin de pouvoir soutenir les gens dans les communautés et s'assurer que les gens se font tester, de pouvoir organiser les cliniques de vaccination. L'énergie et le temps et le cœur qui est allé dans tout ce travail partout au pays, ça doit vraiment être salué. Je peux vous parler des statistiques en Colombie-Britannique, mais je crois que les gens sont plutôt intéressés à savoir ce qui se passe un peu partout au pays. Merci à Christine d'avoir partagé avec moi certains de ces chiffres-là. On n'a pas Nous avons administré plutôt plus de 500 000 vaccins. Les vaccins dans les bras, un peu partout au pays, en date du 1er juin. Je sais qu'en Colombie-Britannique, nous conservons nos données pour les communautés et pour les gens qui vivent à l'extérieur des communautés, mais nous combinons ces chiffres-là. On a administré des vaccins à plus de 100 000 personnes dans la province et nous sommes prêts à commencer la deuxième dose, l'administration des deuxièmes doses. À quel point ça m'enthousiasme et aussi de voir que ces vaccins fonctionnent. C'est pas à 100% toujours et je suis une preuve vivante de tout ça. Mon mari et moi avons eu notre première dose de Pfizer le 8 mars. Il a été diagnostiqué avec la COVID le 15 et moi, j'ai été diagnostiquée avec la COVID le 19. On a eu cette période de 2 semaines après la vaccination. Pour les 2 d'entre nous, on a un peu de difficulté, on a des maladies chroniques, donc ce n'est pas surprenant que notre système immunitaire n'était pas à 100%. Heureusement, cependant, on a eu notre première dose de vaccin. On a eu un cas de COVID assez léger, à part de devoir passer du temps ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ensemble dans la maison. On est passé au travers de très bonne façon et nous recevons notre deuxième dose du vaccin cette fin de semaine. Nous savons, puisque, en fait, je veux reconnaître les gens que nous avons perdus, les histoires qui n'ont pas été racontées. Partout au Canada, les communautés Premières Nations ont perdu 343 individus. C'est beaucoup de gens. C'est une communauté entière. Et dans plusieurs cas, c'était des gardiens de la connaissance, c'est ceux qui conservaient la langue.
Et donc, c'est un peu comme une bibliothèque de connaissances qui nous a quittés à cause de cette infection-là. Puis mon expérience personnelle et de ces histoires aussi, je veux fortement encourager les gens à continuer à respecter les mesures de santé publique pour garder tout le monde en sécurité. Ceux qui ont été vaccinés, ceux qui n'ont pas été vaccinés et ceux qui ne peuvent pas obtenir le vaccin pour différentes raisons. Donc, considérant ce qui a été découvert cette semaine à Kamloops, les communautés se rassemblent afin de partager vraiment leur tristesse. Il y a des feux sacrés à l'école depuis les 4 dernières soirées et des milliers de personnes qui se rendent à Kamloops afin de pouvoir honorer les âmes. C'est un choix très difficile en tant que docteur de santé publique de ne pas vraiment pointer du doigt les gens et de leur dire: «Non, vous ne pouvez pas vous rassembler, ce n'est pas une bonne chose à faire», de leur taper sur les doigts. Mais je sais que la santé mentale des gens, la santé spirituelle des gens, c'est aussi extrêmement important. Donc, si vous vous rassemblez, si vous partagez un espace, si vous avez besoin de faire un câlin à quelqu'un pour pouvoir passer au travers, faites-le. Mais faites-le le plus prudemment possible. Nos équipes distribuent des masques aux gens dans ces foules-là et aussi du désinfectant pour les mains dans ces foules-là et nous faisons ce que nous pouvons afin de pouvoir soutenir les gens à travers ce processus. On est presque à la fin de la course, ce sont les derniers kilomètres du marathon. Et nous avons cette opportunité de pouvoir s'assurer que les gens restent en bonne santé, mais aussi qu'ils sont soutenus dans ces moments de douleur et de perte. J'encourage les gens que si vous n'avez pas été vacciné encore et que vous avez des préoccupations, consultez votre équipe de santé, parlez avec vos fournisseurs de soins de santé. Je vous encourage fortement, mais fortement à aller vous faire vacciner. Et nous sommes très enthousiastes que les jeunes de 12 à 17 ans maintenant peuvent aussi aller se faire vacciner. Ainsi, ils pourront retourner à leur vie adolescente. Ils pourront retourner à l'école, passer du temps avec leurs amis, aller dans les champs sportifs, les terrains sportifs. Ils vont pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc, j'encourage les jeunes, si leurs parents ne sont pas vaccinés, de vraiment les amener avec eux, de les traîner avec eux lorsqu'ils iront se faire vacciner. Donc, merci, merci, merci beaucoup encore une fois de toujours m'inclure et de m'aider à célébrer la réussite de nos batailles contre la COVID-19 et aussi de reconnaître les défis du jour et les façons de passer au travers de façon la plus sécuritaire possible. Donc, merci beaucoup, miigwech. Dr. McDonald, merci beaucoup. Pas seulement pour vous être joint à la séance de discussion verte de la GSPN, mais aussi pour être la femme extraordinaire et la leader autochtone que vous êtes. Vous avez toujours été là pour moi. Je compte sur vous en tant que ma mentor, quelqu'un que j'ai toujours admiré. Et Shannon, nous avons trop d'histoires à partager. Nous ne pouvons pas les partager ici. Donc, un petit rire pour vraiment rendre l'atmosphère un peu plus légère. Donc, les gens se tournent vers nous puisque c'est l'information en laquelle vous pouvez avoir confiance, sur laquelle vous pouvez compter. Il y a certains Canadiens non autochtones qui demandent aux organisations autochtones, surtout dans la dernière semaine et la tragédie que nous ressentons tous. Donc, juste un petit rappel, lorsque vous posez des questions, les gens sont en deuil. Nous faisons face à du traumatisme et je vous encourage tous à continuer de éduquer ce qui se passe en lien avec la vraie histoire des peuples autochtones, avec la couronne. Et n'oubliez pas la- les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. C'est vraiment un endroit où vous pouvez trouver de l'information en lien avec ces sujets que nous discutons aujourd'hui.
et pour le futur aussi. Merci pour votre soutien, votre amour pour vos voisins, vos amis, mais creusons un peu plus avant de demander aux autres et ça va peut-être les amener à un déclencheur pour leur traumatisme. Ceci étant dit, c'est vraiment extraordinaire d'avoir tous ces panélistes qui sont de bons amis également. Je vais demander à un de nos partenaires de chez SAC, Service autochtone Canada, se joindre à nous, Jennifer Green. Jennifer Green est une autre personne qui a beaucoup trop d'histoires par rapport à ce corbeau. Donc, elle était ma patronne à un certain moment donné, tout comme Dr. McDonald. Jennifer, joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. C'est un endroit où vous êtes déjà venu par le passé. Bienvenue, Jennifer. Merci, merci de m'accueillir. Bon après-midi à tout le monde. Je suis une Canadienne de première génération. Je suis heureuse d'être ici, sur le territoire ancestral et traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Merci d'avoir parlé du racisme anti-autochtone et d'avoir commencé avec ça. Ça se fait bien d'entendre une nouvelle positive de la part de Dr. McDonald sur le cas COVID en Colombie-Britannique, la baisse des cas, puisque ce fut une semaine très difficile et émotive pour tout le monde, surtout avec la découverte des restes des enfants autochtones sur le site du pensionnat indien de Kamloops. C'est aussi la deuxième anniversaire du dépôt du rapport de l'enquête des femmes et des filles disparues et assassinées autochtones. Et aussi, il y aura une célébration pour Joyce Echaquan cette semaine. Donc, c'est une problématique qui existe depuis longtemps et c'est le décès de Joyce Echaquan qui a vraiment mis en lumière cette problématique de racisme dans les services de santé. SAC traite le racisme anti-autochtone dans les soins de santé comme une priorité. Nous entreprenons des actions et nous continuerons à le faire afin de pouvoir aborder cette problématique. Les Canadiens étaient vraiment fâchés de voir ce racisme que les peuples autochtones vivent dans le système de soins de santé autochtone. Et ce fut vraiment démontré par le traitement raciste que Joyce Echaquan a vécu avant son décès en mois de septembre 2020. Donc, le 16 octobre 2020, le ministère a demandé une rencontre urgente en rassemblant des gouvernements et partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux afin de pouvoir honorer la vie de Joyce Echaquan et pouvoir entendre parler de l'expérience vécue des fournisseurs de soins et des patients autochtones. Plusieurs centaines de personnes ont été présentes à cette rencontre, ainsi que la famille de Joyce Echaquan, les leaders et les fournisseurs de soins de santé ont parlé de leur expérience de racisme pour pouvoir avoir accès à des soins de santé de la part des praticiens autochtones. Ce qu'on a entendu, c'est que les docteurs travaillent présentement dans les hôpitaux, ont étudié dans les écoles de médecine, mais SAC, les relations couronnes autochtones et les affaires du Nord se sont engagés à avoir un dialogue national afin de pouvoir ramener les gouvernements et la population ensemble dans quelques mois pour pouvoir avoir une discussion, pour pouvoir éliminer le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de soins de santé. Donc, ce dialogue a eu lieu le 27 et le 28 janvier de cette année, où des partenaires et gouvernements autochtones, territoriaux et provinciaux se sont rencontrés pour pouvoir partager des actions concrètes à court et à long terme pour pouvoir éliminer le racisme anti-autochtones dans les systèmes de soins de santé. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont assisté à ce dialogue national et ce fut animé d'une façon où les systèmes, les partenaires ont pu pouvoir parler de différentes actions pour pouvoir aborder le racisme anti-autochtone. Donc, plusieurs organisations ont contribué à ce dialogue, incluant la GSPN, l'Association des infirmiers et infirmières autochtones, l'Association des docteurs autochtones, l'Association nationale des centres d'amitié autochtones, Accréditation Canada, Canadian Roots and Change, le Collège royal de médecins et de chirurgiens, le Conseil autochtone des sages-femmes, l'Association nationale de femmes autochtones. Donc, il y en a eu plusieurs autres. 35 organisations ont présenté, ils avaient chacune 5 minutes
pour pouvoir parler à cause du vaste nombre d'organisations qui offraient des présentations et aussi la limite de temps donnée à cette rencontre virtuelle. Donc, ce qui a émergé de cette discussion et des discussions du clavardage en ligne, donc il y a le besoin d'avoir une sécurisation culturelle et la formation et le mieux comprendre l'historique des peuples autochtones. Le besoin qu'il y ait des changements politiques et législatifs au niveau provincial, fédéral et également territorial, de pouvoir aussi dénoncer des situations de racisme et s'assurer que quelque chose sera fait. Et aussi le besoin de se rassembler et de faire le suivi de données sur les activités pour se débarrasser du racisme anti-autochtone et de promouvoir la sécurisation culturelle. Ainsi, nous assurons que nous faisons la différence. Et aussi le besoin de transformer et d'améliorer les soins de santé. Tout de suite après la rencontre du mois de janvier, les ministres de Services autochtones Canada, des Relations couronnes et autochtones ainsi que des Affaires du Nord ont publié un énoncé afin de pouvoir éliminer le racisme contre les Autochtones. Le ministre a reconnu que l'histoire canadienne de colonialisme a vraiment mené des pratiques racistes ainsi que des politiques et des comportements contre les peuples autochtones. Ce racisme systémique est vraiment ancré dans notre système de soins de santé national et malgré le fait qu'il y a du progrès, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est seulement en écoutant et en apprenant par l'expérience des patients autochtones, praticiens et des professionnels de la santé qu'il y a vraiment un vrai changement qui sera mis en place. Après cette rencontre, il y a aussi un engagement partagé qui fut signé par les provinces et les territoires ainsi que par le ministre fédéral afin de pouvoir développer. Il y a vraiment un bon moment présentement de s'assurer que le changement doit être ancré dans la reconnaissance du territoire, de la culture, de la langue, ainsi que des approches menées par les Autochtones. Ils ont remarqué que le travail qui reste sera développé par des efforts collectifs qui sont déjà en place dans les juridictions pour s'assurer que les systèmes de santé sont inclusifs culturellement et qui sont appropriés pour démontrer une humilité culturelle. Les provinces et les territoires restent engagés afin de pouvoir collaborer avec les communautés autochtones locales, les organisations et le leadership sur cette problématique critique. Il y a eu certaines annonces et des engagements qui ont été faits par le gouvernement du Canada à ce dialogue national. Donc, ce fut 2 millions de dollars qui furent engagés pour la nation Atikamekw et la nation de Manawan pour qu'ils puissent continuer à défendre le principe de Joyce. Le principe de Joyce, c'est pour garantir que tous les gens autochtones auront accès à des services de santé, services sociaux équitables et aussi de pouvoir avoir la meilleure santé spirituelle, émotionnelle, etc., physique. Donc, nous voulons aussi pouvoir avoir une sécurisation culturelle et des outils contre le racisme qui seront disponibles sur Internet très bientôt. C'est tout simplement le début et nous demeurons engagés de s'assurer que les peuples autochtones ont accès à des services de santé de grande qualité et culturellement adaptés. Le 19 avril de cette année, donc le budget 2021 a proposé à offrir 126,7 millions sur une période de 3 ans, commençant cette année. Donc, cet argent sera engagé pour pouvoir s'assurer que les services de santé pour les Autochtones, il n'y aura pas de racisme et de discrimination. Les peuples autochtones seront respectés et en sécurité. Donc, ça va permettre de pouvoir défendre les droits des Autochtones. Il y aura des navigateurs autochtones disponibles. Il y aura des formations pour la sécurisation culturelle. Donc, au mois de juin, il y aura de nouveau une rencontre du dialogue national pour pouvoir faire le suivi sur les actions et de pouvoir aussi avoir plus de représentants autochtones parmi les formations postsecondaires, des approches traditionnelles vers la santé. Il y aura aussi des navigateurs culturels. Donc, restez à l'affût pour pouvoir obtenir plus d'informations et comment votre voix pourra être attendue dans ce dialogue national. Merci, Marianne. Jennifer, merci beaucoup. Ce fut extraordinaire et vous étiez nerveuse pour rien, vraiment. Merci beaucoup d'avoir partagé ceci. Donc, c'est de l'information extraordinaire, Jennifer. Je veux rappeler à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde, en incluant vous, Paula. Je vous vois, vous nous regardez. Merci de le faire. Je veux vous rappeler que si vous avez une question ou un commentaire, il est peu probable, je vous vais être honnête, que nous puissions répondre aux questions aujourd'hui, mais définitivement, nous nous assurons de pouvoir vous répondre, que ce soit de la part de ces panélistes aujourd'hui ou de futurs panélistes.
dans une émission future. Ceci étant dit, c'est le mois de l'histoire autochtone également. Donc, je veux que tout le monde s'assure qu'il continue à pouvoir faire du perlage, de la couture. Notre régalia a besoin d'être spectaculaire pour ce moment où nous pourrons aller dans les powwows à nouveau. Il y a de l'espoir. Nous commençons à le voir ici en Ontario, un petit peu vraiment d'un assouplissement des restrictions. Et normalement, ça s'en va tranquillement vers l'ouest. J'ai vraiment espoir, si je ne vois pas dans les powwows cette année, que définitivement nous serons là et nous serons tous là ensemble puisque nous continuerons à respecter les lignes directrices de la santé publique et de demeurer protégés. Maintenant, une première fois pour cette personne à notre émission, nous accueillons dans le nid du corbeau tant Andy Garrow de chez SAC. Et avant que vous disiez quoi que ce soit, Andy, je suis très ravie de vous voir. Autre qu'un samedi après-midi, c'est la dernière fois que je vous ai vu. Et donc, qui allait pas remarquer que vous avez les cheveux frisés un peu fous? Merci, Marianne. Bonjour à tout le monde. Je suis Andy Garrow. Je suis Anishinaabe de Segamook, à Ganagé, à Kwasasne. Je veux également reconnaître que je suis un territoire algonquin non cédé à Ottawa. Et également, je veux reconnaître et honorer les 215 enfants qui ne sont jamais retournés à la maison et que leur esprit maintenant est de retour, en chemin de retour vers la maison. Donc, je veux les honorer. En faisant ce travail, le racisme anti-autochtone, donc l'approche que nous suivons est basée par les Autochtones. Et c'est de travailler avec un comité de planification qui inclut des professionnels de santé, l'organisation, l'Association des médecins canadiennes, l'Association des infirmiers et infirmières autochtones canadiennes, le Conseil autochtone des sages-femmes et aussi les gens qui nous accueillent aujourd'hui, l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations. On a aussi des représentants de l'Assemblée des Premières Nations. Inuit, Kanatomi, le Conseil national des métiers, l'Association nationale des centres d'amitié autochtones. Et dans ce dialogue du mois de juin, nous voulons nous assurer que nous avons une approche collaboratrice, que nous avons des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, Yukon, Territoire du Nord-Ouest, et aussi nos partenaires des systèmes de soins de santé comme l'Association canadienne des écoles en soins infirmiers. Et nous parlerons de leur rôle éventuellement un peu plus tard. Le travail que nous faisons, ça reflète le besoin qu'il y ait des actions entreprises. Donc, ce qu'on entend de nos partenaires, c'est que de parler du racisme, de questionner le racisme, ça, on dit dans le passé. Le dialogue que nous mettons en place doit reconnaître que le racisme existe et que maintenant, c'est le moment de mettre en place plus d'actions. Cette approche est éclairée par plusieurs rapports préalables, comme par exemple le principe de Joyce, la commission Vérité et Réconciliation et leur rapport final et le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées. Donc, dans ces rapports, ce qui fut démontré, c'est que le racisme dans tous les systèmes est présent à différents niveaux aussi des soins de santé, de savoir que nous devons aller de l'avant et entreprendre des actions pour que ce travail soit fait. Et aussi de reconnaître que c'est dans tous les systèmes. Nous savons que ces dialogues nationaux, et Jennifer a parlé aussi des moments, des discussions qui ont lieu au dialogue national, à la rencontre de dialogue national. Donc, il doit y avoir encore plus de moments pour pouvoir aborder la question du racisme, de parler des meilleures pratiques. Donc, la rencontre du 16 octobre 2020, il y a eu des tables rondes, il y a différentes choses qui ont émergé. Les participants ont l'opportunité de pouvoir contribuer dans une série de belles conversations sur l'importance de reconnaître, de prévenir et de pouvoir aborder les expériences de racisme lorsque nous voulons avoir accès aux soins de santé. Également, c'est une opportunité unique pour que divers partenaires se rassemblent ensemble, de pouvoir avoir des discussions sur des sujets spécifiques et aussi de pouvoir faire progresser les actions à court et long terme. Ces discussions sont une opportunité de pouvoir offrir de l'information additionnelle ainsi que des recommandations pour le prochain dialogue national en juin 2021.
Aujourd'hui, on a eu des tables rondes qui furent animées par l'Association des médecins autochtones du Canada sur l'éducation dans le milieu de la santé, aussi sur le racisme, Accréditation Canada, aussi qu'il y a un conseil autochtones de gardiens de la territoire les soutiennent pour développer leurs différentes pratiques. Le Conseil national autochtone des sages-femmes ont mis ensemble différentes organisations, des organisations de la santé plus traditionnelles. Ils ont parlé de la santé, de l'éducation. Et aussi à Turtle Lodge, ont organisé un webinaire en décembre, donc qui se concentre sur l'approche traditionnelle de la santé et aussi il y a un congrès qui a organisé la première table ronde nationale. On se concentre sur les priorités des communautés. Et aussi, il y a du travail qui a été fait par Soins de santé, Excellence des soins de santé Canada avec l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations. Il y a une table ronde au mois de mars. Merci, Marion. Merci beaucoup, Andy. J'apprécie grandement votre partage. Et je vais vous demander de pouvoir éteindre votre micro. N'allez pas trop loin puisque les questions s'en viennent. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse courriel fnhma@ihtoday.ca. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas si vous aviez remarqué, merci à tout le monde de vous joindre à moi et de porter quelque chose d'orange pour cette édition toute spéciale de la GSPN. Si vous voulez en apprendre un peu plus, pourquoi nous portons ces chandails orange, s'il vous plaît, assurez-vous de pouvoir aller sur Google, faire une petite recherche. La commission Vérité et réconciliation, leurs appels à l'action, parle un peu des pensionnats indiens. Vous pouvez regarder la journée des chandails orange. Et il y a aussi plein d'autres ressources qui parlent de la représentation et pourquoi nous portons du orange. Maintenant, c'est le temps. Je dois vous dire que je suis tellement reconnaissante. C'est comme avoir une télévision qui me suit, qui nous observe, ayant des conversations entre amis. C'est vraiment cool puisque tout le monde qui vient dans le nid du corbeau, c'est vraiment des bons amis. Ceci étant dit, mon ami Nicole Robinson des Santé Excellence Canada. Donc, c'est une organisation. Donc, maintenant, ils ont amalgamé, fusionné deux organisations. C'est devenu Excellence Canada et c'est un partenaire de la GSPN. Bienvenue, ma sœur autochtone, Nicole. Bienvenue dans le nid du corbeau. Merci beaucoup, Marianne. Merci de m'accueillir ici. Je suis honorée. C'est un privilège pour moi de vous joindre à vous depuis un territoire non cédé et traditionnel algonquin ici à Ottawa. Je suis très reconnaissante de vivre et d'élever ma famille ici, aussi de travailler. Donc, je suis un mélange d'ancêtres européens et cris et qui se sont un peu établis un peu partout, mais moi, j'ai vécu à Ottawa pour la plus grande partie de ma vie. Je suis la directrice de Santé autochtone et du Nord chez Excellence Canada. Je suis la maman de deux garçons, Jack et Quinn, et en tant que maman, je veux prendre un moment de reconnaître les 215 enfants qui ont été enlevés ou pris sur le site des pensionnats indiens de Kamloops. Donc, je pense à leurs parents, grands-parents et leur communauté. Donc, j'espère que je vais pouvoir réussir à contenir un peu mon émotion. Donc, pour parler du sujet que nous discutons aujourd'hui, comme Marianne l'a mentionné, Healthcare Excellence Canada, c'est une organisation qui fut lancée officiellement en mars de cette année. Donc, c'est vraiment une fusion entre deux institutions. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont nous concentrons pour améliorer les soins de santé pour tout le monde au Canada. Nous faisons vraiment des mobilisations un peu partout au Canada. Nous développons notre planification stratégique. Nous n'avons pas terminé encore, mais ce que je peux partager avec vous, c'est ce qui sera vraiment les priorités et les façons dont nous ferons le travail dont nous devons faire. Donc, les priorités, pour nous, c'est de pouvoir
améliorer les soins pour les gens plus âgés, une transition sécuritaire et de pouvoir aussi se rétablir de la pandémie, ce qui est vraiment une priorité dernièrement. Nous avons aussi des façons de travailler qui sont vraiment importantes dans le travail que nous faisons. Nous avons établi dans notre lettre d'accord et nous continuerons vraiment à nous concentrer sur le travail que nous faisons. Tout d'abord, nous voulons nous assurer qu'il y a des soins de sécurisation culturelle et équitable et deuxièmement, de pouvoir être guidés par les perspectives Premières Nations, Inuit et Métis dans notre travail. La troisième, c'est de pouvoir être guidés par la perspective et l'expérience vécue des patients, de leurs familles et les fournisseurs de soins. Donc, chez Healthcare Excellence Canada, nous avons des dossiers de santé autochtone et du Nord. Donc, l'ancienne organisation y a travaillé pendant plusieurs années. C'est un honneur pour moi de faire partie de l'équipe en tant que directrice au mois de décembre. Nous avons vraiment 2 souches de travail, une qui était interne et externe. Donc, si nous concentrons sur la santé autochtone et du Nord, nous savons que nous devons le faire, le travail au niveau interne pour pouvoir développer les capacités dans l'organisation, pour pouvoir vraiment travailler avec les Premières Nations Inuit et Métis de façon significative. Donc, ce travail interne, nous nous concentrons sur le développement des capacités, formation, mais aussi les politiques, les processus et l'infrastructure afin de pouvoir soutenir cet engagement significatif dans tous les dossiers. Et au niveau externe, nous avons différents dossiers de travail, secteurs de travail, mais aussi nous travaillons sur le racisme. C'est vraiment de reconnaître le racisme en tant que problématique de sécurité et aussi de pouvoir l'aborder lorsque ça a lieu dans le réseau des soins de santé. Donc, lorsque nous commençons ce travail, et ça durera plusieurs années, mais surtout cette année, nous voulons pouvoir co-animer une série de tables rondes nationales afin de pouvoir aborder le racisme et de pouvoir l'identifier dans les réseaux des soins de santé. Et ce que nous espérons, c'est que le résultat de cet engagement sera la co-création du pouvoir aborder le racisme systémique et de soutenir vraiment la sécurisation culturelle dans les systèmes de soins de santé. Et Andy l'a mentionné, il y a une série de demandes de la part du gouvernement fédéraux afin de pouvoir organiser les tables rondes, surtout en lien avec la rencontre plus importante qui a lieu. Donc, l'ancienne organisation a reçu une demande à la fin de l'année passée de pouvoir organiser une table ronde basée sur la qualité des soins aux patients. Donc, nous avons demandé à nos partenaires comme la GSPN et d'autres de pouvoir participer et co-animer avec nous. La GSPN est un partenaire très important depuis plusieurs années. Une des choses que nous avons le privilège de faire ensemble, c'est de pouvoir commanditer la GSPN et leur prix de leadership. Lorsque nous sommes parlé, nous sommes demandé quel devrait être notre domaine de priorité et parler du fait qu'il semble y avoir vraiment des conversations qui se passent au niveau des fournisseurs de soins de santé et avec notre mandat organisationnel, nous pensons que nous avons un rôle à jouer au niveau du leadership de santé, de les soutenir. Nous voulions vraiment soutenir la création d'espaces sécuritaires pour qu'ils puissent avoir des discussions significatives et honnêtes pour les leaders de soins de santé autochtones et non autochtones. Donc, pour ceux qui sont les nominés et ceux qui ont reçu le prix de la GSPN, le prix d'excellence, et aussi les membres du conseil d'administration d'Excellence Canada et aussi les membres du réseau de santé autochtone et du Nord. Donc, c'est un programme extra, c'est un programme qui existe depuis longtemps, qui existe depuis l'ancienne association, et c'est pour reconnaître la qualité, le développement du leadership et l'amélioration de ce leadership, de pouvoir gérer des équipes dans la réalité d'un environnement de soins de santé et services sociaux actuels. Donc, notre réseau, il y a différents preneurs de décision, leaders, développeurs de politique de la part de 14 organisations dans 6 provinces et 3 territoires. On se concentre pour pouvoir améliorer les capacités, le leadership en partageant les outils, les ressources, l'innovation et aussi de pouvoir améliorer les soins de santé dans le nord du Canada. Donc, on travaille avec un comité consultatif. Il y a différents individus de la part de tous ces groupes que je viens de mentionner. Et aussi, on leur demande des orientations pour pouvoir développer les tables rondes, les questions clés, le format, etc.
On a aussi une belle équipe, Premières Nations, d'animateurs. Donc, je veux vraiment partager cette information parce que nos animateurs étaient vraiment excellents. Et nous voulions concentrer la conversation sur des actions, comme Eddie l'a dit. Donc, le temps, on est trop tard pour parler de débattre le racisme, c'est un problème. Donc, ça, c'est dans le passé. On veut vraiment débuter la conversation sur l'action. Donc, on a un résumé que nous avons partagé à l'avance. Ainsi, les participants de cette conversation ont une compréhension partagée que, oui, le racisme existe et que c'est vraiment une problématique de qualité et de sécurité pour les patients. Nous avons seulement 2 heures et ce qui est donc, ce n'est pas assez de temps, par contre, mais puisque nous avons peu de temps, nous voulions nous concentrer la discussion et que notre temps soit vraiment en petits groupes, en petits ateliers. Avec le soutien des animateurs et du comité consultatif, on avait 2 questions clés pour cette discussion. Tout d'abord, c'est comment est-ce que les leaders du système de soins de santé peuvent aborder le racisme pour pouvoir protéger les Premières Nations et les familles? La deuxième est comment est-ce que Excellence Canada et la GSPN peuvent soutenir les actions requises afin de pouvoir aborder les expériences de racisme que vivent les Premières Nations et leurs familles en ayant accès aux soins de santé. On n'a pas de rapport à partager, mais je peux vous partager les recommandations clés qui sont ressorties de la conversation. Donc, pour ce qui est de la première question, de quelle organisation leader de santé, que peuvent-ils faire? Tout d'abord, s'assurer que les voix Premières Nations sont à tous les niveaux dans l'organisation. Employés, approvisionnement, leadership, à tous les niveaux. Et deuxièmement, de pouvoir investir dans le financement pour chaque membre de l'organisation et cette formation devrait inclure l'histoire autochtone, mais aussi le racisme anti-autochtone. Troisième, c'est une stratégie organisationnelle autochtone, mais surtout s'assurer que les éléments de cette stratégie sont adéquats et qu'ils ont les ressources appropriées pour pouvoir les développer. La quatrième, c'est de développer un mécanisme d'imputabilité en incluant les évaluations. Et c'est qu'il n'y a vraiment aucune tolérance pour le racisme, que ce soit dans les politiques et mises en œuvre, et aussi d'avoir plus d'espace créé dans environnements de systèmes de soins de santé. Il doit y avoir donc des mécanismes pour pouvoir rapporter ou signaler le racisme. Et aussi, les organisations Premières Nations doivent être respectées et soutenues dans leurs propres mandats respectifs et que les gens Premières Nations, les employés, les communautés doivent être célébrés l'histoire aussi. Donc, ce sont les recommandations et Jennifer en a parlé aussi précédemment. Pour ce qui est de la question, qu'est-ce que Healthcare Excellence Canada et la GSPN peuvent faire ou des organisations similaires? La première recommandation est de pouvoir soutenir et d'organiser des organisations régionales avec les Premières Nations sur le racisme, comme Andy l'a mentionné, il y a des conversations qui ont lieu au niveau régional. Et la deuxième, c'est de pouvoir développer de pouvoir mettre en œuvre aussi un guide, cadre contre le racisme. Et le troisième, c'est de pouvoir travailler avec les partenaires afin de pouvoir développer des mécanismes, afin de pouvoir identifier les mesures, de pouvoir évaluer le racisme dans les soins de santé, de pouvoir défendre la possibilité qu'il y ait un processus d'accréditation, de pouvoir soutenir les efforts et les stratégies et les formations qui vont aller contre le racisme envers les Autochtones. Donc, nous voulons avoir le plus grand nombre de conversations possible. Dans ce travail, on a eu d'autres conversations grâce à cette table ronde et je voulais mentionner certaines des autres choses que nous faisons. Tout d'abord, comment, en tant que Healthcare Excellence Canada, nous pouvons soutenir les leaders de santé pour pouvoir créer des environnements sécuritaires culturellement, donc de pouvoir soutenir le développement des stratégies de culturelle et d'antiracisme, quelles sont les composantes, par exemple, avoir un outil d'auto-évaluation, formation médicale, le développement des relations avec les Premières Nations et métiers afin de pouvoir avoir une stratégie éclairée, l'adaptation des espaces médical, aussi le signalement, et cetera.
Ayant mentionné quelquefois que c'était vraiment la première conversation pour nous et que nous espérons avoir des conversations similaires qui se concentrent sur les expériences des métiers et des Inuits dans les systèmes de soins de santé, mais aussi nous observons l'opportunité de faire des tables rondes, d'avoir les Premières Nations, Inuits et Métis, leurs leaders santé, que ce soit au niveau provincial et territorial, afin de pouvoir parler ce qui doit avoir lieu dans ce système de soins de santé spécifique. Et que pouvons-nous, en tant que Healthcare Excellence Canada, pouvons-nous faire afin de pouvoir soutenir la mise en œuvre des actions qui sont nécessaires? Donc, nous voulons nous assurer que nous répondons aux besoins des Premières Nations inuit et métis, qu'on se concentre sur l'action et que notre réponse est appropriée étant donné notre rôle en tant qu'organisation nationale. Merci, Marion. Merci beaucoup, Nicole. Je dois vous dire que c'est toujours tellement merveilleux de travailler avec nos partenaires Healthcare Excellence Canada et merci beaucoup de nous permettre de pouvoir utiliser de vos employés. Donc, c'est vraiment ça, le leadership, le partage, s'aider, se soutenir les uns les autres. Et je ferai une salutation à notre directeur de communication, Kim Mumford, qui travaille avec nous. Elle est venue en échange depuis Healthcare Excellence Canada. Elle est venue de ce côté de la table et nous adorons ça. Merci beaucoup encore une fois. Maintenant, je sais que nous venons de parler de beaucoup d'informations et qu'il y a ceux qui, qui sont pleins vraiment de colère, de frustration, de chagrin, de deuil. Sur ce, je veux partager certaines ressources, encore une fois, avec vous. Et je viens de réaliser que je viens de mettre ma main sur mon micro. Mais pour le studio ici, si ça ne vous dérange pas de pouvoir partager avec nous, encore une fois, le numéro de téléphone que nous avons. Donc, on les partager avec notre public et merci. Nous aimerions reconnaître encore une fois les pensionnats indiens, le numéro de téléphone de crise, et aussi la ligne téléphonique pour la Société des pensionnats indiens qui travaille 24 heures par jour, 7 jours semaine, afin d'aider les gens à passer au travers de tout ça, ce qui se trouve à être une tragédie absolument impensable. Et je voudrais vous dire que je crois que c'est probablement seulement le début de plusieurs autres âmes qui seront découvertes, puisque le gouvernement veut soutenir tous les autres propriétés, pensionnats indiens, pouvoir faire, éventuellement faire ces découvertes. Moi, j'ai vécu à côté du dernier pensionnat indien au Canada qui a fermé ses portes en 1996. Ce n'est pas il y a 100 ans, c'était ma génération. Donc, je me tiens debout avec vous. Je vous soutiens, je vous fais un câlin, je vous envoie mon amour, nos prières collectives envers tout le monde qui a besoin vraiment d'orientation et d'aide. Merci pour ça. Donc maintenant, je veux revenir vers mes invités. On a quelques instants, donc de revenir au sujet de la COVID-19 aussi. Dr. McDonald, Shan, je me sens un peu bizarre lorsque je vous appelle Dr. McDonald. Shan, revenez vers nous. Donc, il y a un autre variant, c'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce qu'on devrait être préoccupé qu'il y ait plus de variants qui s'en viennent? Qu'en pensez-vous à ce sujet en tant que top médecin en Colombie-Britannique? Donc, les virus sont de drôles de bêtes. Je dis toujours aux gens que ce sont comme de jeunes adolescentes qui ont besoin de changer de vêtements plusieurs fois durant la même journée pour voir ce qui les rend le plus populaires. Et essentiellement, c'est ce que font les virus. Ils évoluent afin d'être plus infectieux.
puisqu'ils n'ont pas l'habilité en tant qu'une particule de virus de pouvoir se reproduire. Ils ont besoin d'un autre humain pour le faire. Donc, leur travail, c'est d'être le plus infectieux possible et de rendre les gens assez malades pour les faire tousser. Ainsi, ils vont émettre des gouttelettes de virus envers d'autres gens. Ça, c'est leur travail. Comme à chaque année, il y a un différent vaccin de la grippe en se basant sur ce qui se passe dans le monde et le changement dans le virus de l'influenza. Donc, on s'attend complètement et on anticipe que la COVID, ce sera la même chose. Les premiers que nous avons identifiés, celui de vraiment de l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, du Brésil par la suite, ont été étudiés de façon significative pour ensuite la livraison du vaccin. Et en grande partie, il y a moins d'efficacité, mais ça fonctionne bien avec ces 3 variants pour le vaccin. Mais nous nous préoccupons du dernier qui provient de l'Inde. Il semble qu'il a évolué et qu'il a l'habilité de pouvoir, contourner le vaccin à certains endroits. Il y a plus d'études qui ont été faites, mais ce que nous savons par contre, c'est que les vaccins que nous avons vont pouvoir nous permettre de résister aux infections ou, de façon plus importante, de pouvoir nous empêcher de devenir très malades ou d'être hospitalisés ou d'avoir une mort tragique. Le travail du vaccin, ce n'est pas nécessairement de d'empêcher que tout le monde tombe malade de la COVID, mais de prévenir d'avoir des conséquences tragiques. La plupart des gens seront assez chanceux, m'excluant bien sûr, ils n'auront pas à souffrir des conséquences d'une infection à la COVID-19. Au cours du temps, donc j'aurai bientôt ma 2e dose de vaccin, mais au cours du temps, il est possible que nous ayons des injections de rappel ou que nous ayons des vaccins de la COVID de façon annuelle, qui soient ajoutés à notre liste immunisation, pardon. La COVID ne s'en va pas, ça ne va pas disparaître. C'est bien établi dans la population humaine et ce sera là. Notre travail, c'est de faire de notre mieux, pas seulement grâce à l'immunisation, mais grâce à nos comportements, de s'empêcher de tomber malade. Et de façon plutôt intéressante, en Colombie-Britannique, certainement, il y avait littéralement vraiment seulement certains cas d'influenza cette année, une petite poignée. Donc, il y avait aussi certains décès parmi les gens vulnérables par le passé. Mais puisqu'on agit d'une certaine façon qui réduit nos interactions, les gens ne toussent pas, on n'éternue pas sur d'autres personnes, on se lave les mains plus souvent, on nettoie nos surfaces plus souvent, nous avons réussi à prévenir plusieurs cas sérieux d'influenza. Donc, on sait qu'on peut le faire. Est-ce que nous sommes inquiets? On doit être prudent, on doit voir ce qui se passe. Les scientifiques continueront à faire leur travail. Mais notre travail, c'est vraiment de respecter les principes de santé publique de base. Et on continue à le faire, de se protéger, pas seulement de la COVID, mais de d'autres maladies infectieuses également. Merci beaucoup, Shannon. J'apprécie grandement votre partage sur cette question. Donc, maintenant, je vais aussi saluer Jordan qui nous regarde également. Et aussi, je crois que nous avons une autre salutation de Julie. Jordan et Julie, merci de nous regarder, de venir chercher votre information fiable ici sur à la discussion verte de la GSPN. Donc, maintenant, Jennifer. Je sais que vous ne voulez pas revenir dans le nid du corbeau, mais revenez vers nous. Et en moins d'une minute, quels sont les autres sujets émergents que vous avez observés qui semblent très communs aux rencontres nationales autochtones, aux tables rondes? Et peut-être que c'est une question pour Andy, mais bien sûr, il y a des thèmes qui ressortent de chacune de ces discussions. Jennifer ou Andy?
Bien, je crois merci Marion. Bien, je crois que les thèmes qui seront discutés à la prochain dialogue national et ça c'est similaire à ce que Nicole disait en lien avec les instances de discussion verte que votre organisation et son organisation ont travaillé dessus ensemble comme partenaires. Donc, il y a des sujets qui ressortent plus souvent. Le besoin d'avoir une meilleure représentation autochtone dans les systèmes de soins de santé, qu'il y a des navigateurs patients, pour que ce soit sécuritaire. Également, de pouvoir comprendre et reconnaître les approches traditionnelles de santé. Et aussi, j'oublie toujours le quatrième. Andy va peut-être devoir me sauver ici. Oui, oui, la sécurité, sécurisation culturelle et l'humilité. Donc, ce sont les thèmes qui ressortent depuis le mois de janvier. Ils étaient là bien avant que nous soyons, tu sais, on met des programmes en place et on a eu plusieurs rapports, Andy l'a mentionné dans le passé, qui ont identifié ces éléments en tant que besoins et problématiques. Donc, ils reviennent, continuent aussi à être vraiment en haut de la liste. Merci beaucoup, Jennifer. Ceci étant dit, tellement vite, très rapidement. Je veux dire, Shannon, merci encore beaucoup. Nicole, vous continuez à être extraordinaire chez Healthcare Science Canada. Jennifer, bon, on va continuer à travailler en partenariat et discuter toutes les façons dont on peut continuer ce partenariat. Et Andy, bienvenue dans la famille de la GSPN. Une fois que vous faites partie, il n'y a pas de façon d'en ressortir. Donc, je vous dis à chacun de nos partenaires autochtones qui rendent ceci possible, un grand merci, surtout à Mi'kmaq, Maliseet Native News, The Wolf 95.7, Nation News à Montréal, FNHMA, ELMNT FM, Anishinaabeg Nation, Wawate News à Sioux, ELMNT FM à Toronto et Ottawa, NCIFM. Merci, j'ai très hâte de vous parler demain matin en l'antenne, à PTN bien sûr, Eagle Feather News à Saskatoon, yay, Saskatchewan, Alberta Native News, CJWE à Calgary, CFWE à Edmonton, CKLB à Yellowknife Co-op Radio, Vancouver, First Nation News, CFNR à Terrence en Colombie-Britannique et bien sûr nos nouveaux partenaires Hashilsa Newspaper à Port Albany en Colombie-Britannique et je m'excuse si je l'ai mal prononcé. Maintenant, jusqu'à la prochaine semaine, prochain mercredi, s'il vous plaît, restez en sécurité, restez en santé, protégez-vous les uns les autres, occupez-vous les uns des autres durant cette période horrible. Hi, hi.